Bonjour et bienvenue, j'aimerais vous présenter une maison qui a été rénovée et qui tend véritablement vers une grande autonomie en alimentation et également en énergie. Et pour ça, on est chez Thomas et Sophie. Bonjour Thomas, bonjour Sophie. Bonjour. Ça va bien? Super. Ça va. Alors, merci vraiment de nous accueillir chez vous. C'est vraiment génial parce que vous avez pu vous lancer dans un projet d'acheter une maison, puis de vouloir la faire grandir, la faire évoluer et de répondre à un enjeu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du souhait d'avoir à faire évoluer cette maison et qu'est-ce qui était important pour vous au démarrage de ce projet? On a fait, on a évolué au niveau de l'habitation. On a fait évoluer notre habitation en fonction aussi de nos connaissances et puis des envies en grandissant avec la maturité. On a fait une première extension sur l'habitation, plus en mode confort. Et puis là, en fait, il y a 2 ans, on s'est lancé dans une grosse partie de rénovation et surtout d'agrandissement pour intégrer une serre bioclimatique. C'était le projet vraiment phare qui a fait en fait une transformation totale de la terrasse et puis de tout l'environnement en fait qui entoure la maison pour intégrer cette serre bioclimatique. C'était vraiment le projet important qui était autour de cette rénovation et qui nous a après amené à réfléchir sur pas mal d'autres choses qui gravitaient autour de cette serre bioclimatique et de la recherche de l'autonomie alimentaire et énergétique. Et le projet, comment vous l'avez fait évoluer? À l'origine, la maison, elle avait une certaine consommation d'énergie également. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les extensions, vous avez réussi à baisser la consommation d'énergie? Est-ce que l'apport de la serre a pu contribuer au confort? Oui, alors c'est un tout en fait parce qu'on a travaillé d'abord sur l'autonomie électrique. On a fait de l'installation de panneaux solaires, mais là pour faire de la revente totale. Donc là, on ne réinjecte pas, mais on fait de la revente de la vente sur le réseau EDF et avec un tarif qui était intéressant. Donc du coup, ça équilibre en gros en termes de budget, ça équilibre à peu près les factures. C'est ça. Et donc ça c'était le premier point. On a aussi retravaillé notre manière tout simplement de consommer en fait. Les luminaires, etc. Où forcément, avec l'évolution, tout le monde est passé sur de la LED, mais ça a permis de diminuer un petit peu. Et puis sur le mode de chauffage, où le chauffage, on a un chauffage électrique au sol, mais qu'on a eu tendance à délaisser pour prioriser notre chauffage au bois. On a un poêle à bois, et puis dans une extension là qu'on a réalisée, on a mis un insert à granulés. Et du coup, ça a permis de limiter la consommation. Et on a travaillé aussi sur l'isolation. L'isolation à la fois du plancher, de la dalle du sous-sol, et puis l'isolation des combles. Alors, qui a été intégrée dans j'ai aménagé pour faire une salle de jeu pour les enfants, mais ça a permis d'isoler, de doubler l'isolation dans le grenier. Donc ça a permis de diminuer aussi notre consommation énergétique. Et en termes d'autonomie alimentaire, est-ce que vous avez réussi à mettre en place certaines choses? Sophie, est-ce que tu pourrais nous en parler un peu de ce qui t'anime là-dedans? Moi, en fait, je suis quelqu'un qui vient de la campagne. Mes parents ont toujours fait beaucoup de jardinage. Alors, ils n'avaient pas de serre, eux, mais ils avaient toujours un jardin très fourni. Ils étaient proches de la nature. Avec eux, j'ai vraiment découvert j'ai toujours été dans les bois, le ramassage des champignons, vivre avec les saisons, etc. Et puis, je trouvais que j'avais vraiment ce besoin de me rapprocher de la nature par rapport à l'époque actuelle. Je pense que c'est vraiment une nécessité. Et j'ai voulu aller dans ce sens-là, aussi pour le transmettre aux enfants, et puis que ça soit une dynamique familiale de vivre de cette manière. Donc, petit à petit, on s'est mis à cultiver de plus en plus de parties de notre terrain, et puis on a mis en place une première serre, une deuxième serre. Et en fait, tu as démarré des potagers, mais qui étaient exposés aux températures extérieures. D'abord, oui. Et comme on est en Savoie, voilà, c'est vrai qu'il y a eu une année, par exemple, on était parti
en vacances quelques jours et je sais plus, c'était 1 ou 2 semaines, on était partis et ici il n'y a plu pendant toute la période où on était partis, on est revenu. Les tomates avaient le mildiou, j'en pleurais tellement tout ce travail qui tombe à l'eau justement. Ça fait beaucoup de peine, donc c'est vrai que la mise en place des serres a permis de vraiment optimiser ce côté-là, et puis de prolonger la période de culture, et puis voilà, de faire des expériences, d'apprendre, voilà. Et donc on essaie de tendre vers l'autonomie. On sait bien qu'il y a encore beaucoup de choses à apprendre et beaucoup de... Ah, mais quand même, vous avez 2 serres, ce qui est déjà quand même assez original, plus des bouts de potager, pas mal de fleurs pour attirer les pollinisateurs. Et on va faire un tour de visite pour voir aussi les différents arbres que vous avez plantés. Il y a quand même pas mal de... Ouais, c'est vrai que plus là, vraiment, ça c'est... ces dernières années, on a vraiment mis le paquet sur tout ça, et effectivement on est en train de... Quand tous ces arbres aussi seront arrivés à maturité, parce qu'ils sont petits pour l'instant, mais on commence déjà à avoir des fruits, on va voir ici par exemple, on a même mis des kiwis au coin qui vont grimper, et le but c'est de faire une terrasse ombragée avec les kiwis qui viendront au-dessus, et donc de manger nos kiwis. Là on a la vigne aussi qui donne très très bien, on en a mangé tout l'automne, là c'était génial, il y en a encore quelques-uns. J'ai goûté, ils sont délicieux. Ouais, ils sont bons. Et l'idée de remplacer le store par des kiwis, je trouve ça assez intéressant de pouvoir après avoir l'autonomie alimentaire à portée de main. Tu t'assois à table, puis tu peux presque te servir. C'est assez magique d'imaginer ça. Voilà, on essaie d'utiliser un peu dans l'esprit permaculture aussi des choses qui vont avoir plusieurs utilités. Voilà, en gros, on a planté nos petites herbes aromatiques à proximité, donc ça fait joli, puis en même temps c'est pratique pour venir depuis la cuisine chercher nos petites herbes. Effectivement, il y a pas mal de fleurs qui se mêlent un peu à tout. Ça peut paraître peut-être un peu fouillis parfois, mais je pense que c'est utile pour la biodiversité, pour attirer les abeilles. Il y en a. C'est trop pour une fleur. La maison à l'origine, à quoi elle ressemblait et comment c'était et qu'est-ce qui vous a poussé à vouloir la faire grandir, la faire évoluer, pour un peu raconter l'histoire de avant, pendant et après. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a permis en fait de vous lancer encore plus loin au-delà de juste faire une extension? Initialement, en fait, la maison, c'était une maison traditionnelle, un peu savoyarde. Alors c'est pas un chalet, mais il y a quand même beaucoup de bois. On voit au niveau des plafonds, on est sur des poutraisons en bois apparentes, etc. Et donc c'était en gros un cube. Et on a fait une première extension en fait qui nous a permis de mettre une piscine. Alors là, tout à l'heure je parlais de confort, en fait c'était surtout là pour avoir ce confort avec la piscine, les enfants qui étaient encore tout petits, et on s'est dit c'est le moment de faire ces gros travaux. Et puis on a fait une extension du sous-sol en même temps. Ça a permis, on avait la pelleteuse qui était là, donc on a fait des trous. On s'est lancé dans des travaux de réalisation de structures maçonnées. Moi, j'y connaissais pas grand-chose, mais j'ai appris sur le tas. Et puis ça a permis de mettre la pompe de la piscine, qu'elle soit protégée du gel, etc., parce qu'elle est dans le sous-sol. Et puis ça m'a permis d'avoir un coin aussi pour mettre toutes mes affaires, mon établi, etc. Et en fait, on voulait mettre une véranda, et puis finalement, on s'est dit qu'il y avait peut-être une possibilité d'agrandir un petit peu la maison, de refaire une chambre supplémentaire, donc d'agrandir la pièce, d'avoir une salle de séjour un peu plus grande, et puis de faire au-dessus une chambre parentale, parce que on a nos familles qui sont éloignées, donc c'était un peu plus confortable pour nous d'avoir une pièce supplémentaire. Donc on a fait cette extension, ce qui a permis de retravailler, c'était un peu compliqué, mais de retravailler la toiture avec des pans inversés. Et donc c'était intéressant parce que là ça a permis de faire un premier projet sans avoir vraiment de connaissances dans la construction, mais de faire
une extension avec une structure bois, avec de l'isolation bois, qui est complètement différente de la structure maçonnée avec les isolations d'époque, avec le polystyrène, quoi. Donc, sur la même maison, on a deux modes de construction différentes. Ça a été la première extension, en fait, et ce qui a changé le volume et la forme de la maison. Et puis après, on a fait, là, ici, maintenant, ces travaux où on a été, du fait de la pente, parce qu'on a un terrain qui est en pente, on a dû faire beaucoup de travaux, de décaissement pour refaire un terrain plat et pouvoir avoir cet espace où on est là. Et puis créer en dessous un studio, et puis pour pouvoir accueillir nos familles, etc. Ou des gens qui sont comme vous, qui venez, qui êtes intéressés, de pouvoir expliquer avec les gens, en fait, partager en fait un peu notre passion. Avec cette particularité, c'est qu'on a créé cet environnement, ce petit local, qui donne directement sur la serre. Donc c'est atypique, mais voilà. De dormir dans une chambre avec en face de nous une serre où tu peux ouvrir, tu peux presque récolter aussi des tomates. Enfin, moi, quand j'ai vu ça en arrivant, je fais ok, là on est vraiment dans la serre d'abondance. On a l'abondance à portée de main. Ouais. Donc c'est assez plaisant. Et initialement, en fait, quand on a regardé pour mettre cette serre, en fait, avec la pente que l'on avait, on pouvait pas, en fait. Ça aurait été super, en fait, de pouvoir l'adosser à la maison pour pouvoir récupérer la chaleur de la serre et la réinjecter dans la maison. Mais c'était pas possible, compte tenu de la pente, de la forme de la maison. On n'y arrivait pas, donc on a préféré, en fait, pouvoir décaisser le terrain et puis refaire ces travaux et mettre la serre, en fait, adossée à ce studio qui est là en dessous. Ouais. Et avec cette optique, comme je le disais, c'est de pouvoir accueillir nos familles, nos enfants qui grandissent plus tard, qui l'utiliseront peut-être, certainement. Et puis des gens qui nous rendent visite ou des gens qui sont dans le besoin, on peut les accueillir là ici, parce qu'on est aussi dans une région aussi malheureusement où l'habitat est difficile, c'est cher et il y a très peu d'offres disponibles, donc du coup ça nous permet d'offrir aussi à des gens la possibilité de se loger. Quand vous avez démarré l'extension, est-ce que vous avez aussi imaginé faire du stockage pour l'alimentation ? On en faisait déjà un petit peu avant, mais c'est vrai que du coup, on a le fait de dégager un peu de place, on a pu faire une cave, une bonne cave qui est vraiment bien fraîche, etc. C'est une partie du sous-sol en fait qu'on n'utilisait pas forcément à cet effet-là. Et du coup, on peut maintenant y stocker nos conserves. C'est assez approprié, on a nos patates, Thomas a fait un système, comme on a un chauffe-eau thermodynamique, il peut peut-être mieux vous expliquer que moi, mais un système pour que l'air froid rejeté par le chauffe-eau tombe sur les fruits et légumes dans la cave et les maintienne au frais, évite la germination des pommes de terre. Ça fait une chambre froide voilà. Sans utiliser d'énergie pour refroidir la pièce. Alors, pour traduire, en fait, on a besoin d'eau chaude. Pour produire cette eau chaude-là, il y a une pompe à chaleur dessus, donc qu'on appelle le ballon d'eau chaude thermodynamique. Il va récupérer les calories qui sont dans l'air, donc par exemple l'air de la serre. Du sous-sol. Ouais. Du coup, l'air qui est dans le sous-sol va rentrer dans le ballon d'eau chaude et les calories vont être transmises à l'eau chaude et l'air froid, au lieu d'être évacué à l'extérieur, oui. Il est injecté dans la... C'est ça. Avant, en fait, ça repartait directement dans le sous-sol. Donc, il faisait assez frais, en fait. Donc, en été, c'était bien, mais en hiver, ça faisait vraiment froid. Et donc, là, on a canalisé, en fait, et j'ai posé un tuyau qui part, en fait, dans cette cave et qui se jette là où on met nos denrées périssables, en fait, enfin, les fruits et légumes. Et au moins, ça reste au frais. Il y a une ventilation, ça évite aussi les problématiques de champignons, etc. Parce qu'il y a une circulation d'air dans la pièce et de l'air frais. Donc il fait toujours une dizaine de degrés en fait dans cette pièce-là. Et en faisant ça, en fait, vous avez optimisé la performance du ballon d'eau chaude thermodynamique et vous avez une chambre froide qui est refroidie gratuitement. C'est ça. Donc c'est top. Exactement. Et si vous voulez encore optimiser le truc, il y a le surplus de chaleur de la serre, on pourrait brancher presque au ballon thermodynamique. Ouais. Et donc, du coup, ça permet de gagner des températures et moins refroidir encore le garage pour pas non plus aller manger les calories dans la maison. C'est ça. Prochaine chose à étudier. Il y a encore des choses à faire. Et en termes de conservation, on fait aussi, on s'est lancé dans les conserves.
Donc on faisait déjà beaucoup de confitures à l'époque, donc là sans forcément besoin de mettre en conserve les aliments. Et là maintenant on fait de plus en plus avec les haricots, les tomates, des ratatouilles, des choses comme ça. On sort notre gros stérilisateur et puis on fait nos bocaux. Quand on fait du coup des quantités, on les fait en grosse quantité pour manger le soir par exemple. Et puis le reste on fait des bocaux et on stérilise tout ça. Excellent. Puis comme vous allez avoir une bonne production quand même, parce qu'avec les 2 serres, plus le potager, les vergers, il va y avoir de la matière à stocker, à préserver, c'est top. Et puis après, on a un environnement aussi qui est hyper favorable, parce que bon là, on a la forêt, et dans la forêt, au printemps, il y a énormément d'ail des ours, par exemple. Donc les enfants vont accueillir un petit peu de feuilles d'ail des ours, et après on fait des soupes. Et puis après on stérilise, là on en a mangé encore cette semaine, c'était la production du printemps. Et c'est chouette en fait de pouvoir avoir ce stock et puis ça nous permet de vivre avec, je ne vais pas dire en autonomie, mais parce que les pommes de terre on n'a pas malheureusement encore la place et puis un terrain assez fertile pour pouvoir avoir une bonne production de pommes de terre. Donc on les achète à un agriculteur local, mais après tout le reste ça vient du jardin. Peut-être l'astuce ce serait de faire une tour à pommes de terre. Oui. Ça peut être une astuce pour... Et une fois que vous avez tous ces éléments-là, en fait, vous pouvez après vous le mettre en faire des pizzas. C'est ça, exactement. Mais c'est exactement ça, parce qu'en fait, les coulis de tomates, par exemple, on fait des coulis de tomates qu'on stérilise, qu'on ressort, et puis effectivement, après, on a fait, dans ces travaux, on a installé ce four à pizza à pain, et on fait nos pizzas en famille ou avec des amis, et puis voilà, c'est un peu le moment convivial aussi autour du four, pour faire nos pizzas chacun. Excellent. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire la serre? Qu'est-ce qui vous a aidé à passer d'un bord à l'autre? Est-ce que vous avez... En fait, Sophie avait vraiment cette idée en tête de vouloir développer encore plus l'auto-production en fait, de nos aliments, en fait, de nos fruits et légumes. Et on avait pas mal regardé déjà en fait les différentes possibilités, les serres, donc on en avait déjà une. Et c'est vrai qu'on a des amis en fait qui sont en Australie, qu'on avait pu aller rencontrer. On avait été aussi dans une ferme permacole là-bas. Donc tout ça a été un système qui nous a vraiment fait évoluer. Tout à l'heure, je parlais d'évolution aussi de maturité. Je pense que quand on a fait les premières extensions, on pensait pas forcément, enfin la première extension, on ne pensait pas forcément à tous ces aspects aussi, de manière aussi intense que là, on peut le faire maintenant. Et c'est vrai que là, on a vraiment projeté ce projet avec la serre et la manière dont on allait produire et tout ce dont la plante a besoin en fait pour grandir, de l'azote, du carbone, de l'eau et tout ça en fait, ils sont des richesses en fait qu'il faut amener à un moment donné et c'est comment faire ça de manière assez intelligente on va dire pour éviter en plein été de se retrouver à sec et puis de ne plus pouvoir arroser. On l'a vu cet été, ça a été un peu de partout en France et en Haute-Savoie, on a été quand même assez sévèrement touché aussi par la sécheresse. Mais chez nous, on avait toujours de l'eau. Et tout ça, ça a été important de créer ces wicking beds, etc. On en parlera peut-être tout à l'heure pour expliquer un peu le fonctionnement. Mais ça a permis de réfléchir à la fois sur comment faire pousser de manière optimale toutes ces plantes, et puis aussi comment pouvoir faire un environnement qui s'adapte. Sophie a des problèmes d'eau, par exemple. Comment faire en sorte d'avoir un potager qui soit assez ergonomique. Comment avoir un potager qui puisse nous permettre de produire beaucoup sans devoir y passer des heures et des heures, parce que on travaille tous les deux, on a une vie active assez intense, et donc on n'a pas non plus des heures et des heures à passer là-dedans, mais en fait, ça reste une passion plaisir, en fait. Parce que je pense que tout a été conçu, on a pris beaucoup de temps pour réfléchir, et ça, c'est vraiment important. Je pense que pour les personnes qui se lancent dans des projets comme ça, il ne faut pas forcément vouloir partir rapidement. Nous, on a pris une année et demie à réfléchir. On connaissait déjà notre terrain, et on l'avait déjà observé, on avait déjà vu où, quand on a des fortes pluies, où passe l'eau, etc. Donc ça, on l'avait déjà observé. Et après, à partir de là, on a pensé, on a réfléchi, on a planté des piquets un peu partout pour regarder comment quel volume ça allait prendre sur le terrain.
Et petit à petit, en fait, tout a cheminé. Sophie, avec toutes ses connaissances sur les interactions entre les plantes, sur vraiment le côté de la culture, et puis moi, avec ma passion un peu plus pour la construction, on a fusionné toutes nos idées, et puis on a construit ce nouvel environnement. Et est-ce que vous avez utilisé la modélisation 3D ou d'autres outils? Oui, avec SketchUp, module qu'on a découvert dans ta formation, ce que je ne connaissais pas du tout. Moi, à l'époque, je faisais des plans sur PowerPoint ou voilà, des choses assez simples, avec du dessin à la main. Et puis, avec SketchUp, ça a permis vraiment de modéliser et de pouvoir en fait sortir de ma tête ce que moi je voyais pour pouvoir le montrer à Sophie pour qu'on ait la même vision des choses. Et ça a été vraiment super intéressant parce que c'est vrai que moi j'étais dans mon monde un petit peu avec mes fameux piquets, je tirais des ficelles, etc. Mais ça a permis en fait de montrer concrètement à quoi le projet pouvait ressembler. Ça nous a permis de faire des modifications aussi dans le projet. Notamment Sophie parlait de la cave, et au départ la cave on voulait la faire là en dessous, mais il y avait quand même une incohérence en fait, parce qu'une cave ça doit être froid, ça doit être assez un peu humide quand même, et là la mettre en dessous c'était plutôt un peu contraignant par rapport à la chaleur que peut amener la serre. Et en fait Sophie a une super idée. En fait on avait une pièce qu'on utilisait peu dans le sous-sol comme elle l'expliquait tout à l'heure, et donc on a inversé, on a modifié ce projet en fait dans ce sens-là. Et tout ça, en fait, avec la modélisation 3D, ça a permis vraiment de se rendre compte des volumes à la fois de la serre, à la fois du studio qu'on a créé là en dessous, et puis de ce à quoi la maison allait ressembler en destination finale, comme elle est là. Et je pense que quand on regarde SketchUp et qu'on regarde là maintenant, on est quand même très proche de la réalité, parce qu'en plus c'est ce qui nous a permis à faire les dépôts d'autorisation. Moi c'est ce qui m'a permis après de travailler avec les artisans avec qui on a travaillé pour leur montrer le projet, pour leur donner les plans de construction, parce qu'on s'est basé là-dessus pour construire. Donc ça a énormément aidé. Ouais. Et la direction que vous avez donnée aux artisans, est-ce que vous l'avez pu le capter aussi à travers les autres cours? Oui, ouais. Donc là, c'est vrai que dans le projet, en fait, on a travaillé à la fois sur la problématique de la serre, mais aussi sur la récupération d'eau. D'ailleurs, en parlant de récupération d'eau, est-ce que vous avez une forme d'autonomie en eau? On peut le dire, en fait, parce que on a pu en fait retravailler les descentes d'eau pluviale. Et on a installé un gros récupérateur, on a 8000 litres de récupération. Au-dessus de nous, on a des bacs où il y a des fleurs, et puis aussi, voilà, il y a quelques plantes là qui poussent là au-dessus. Il y a un arrosage automatique qui vient du récupérateur, mais qui, le surplus, en fait, redescend dedans, donc il n'y a pas de perte. Et en fait, tout a été pensé un peu comme ça. Sur les 4 pans de toiture, on a 3 pans qui sont récupérés. Le 4e, c'est trop compliqué, donc on a un peu laissé tomber, mais c'est le plus petit. Et là, on récupère toute l'eau de pluie comme ça. Toute la dalle de la terrasse, on récupère aussi. Donc ça a été un gros point. Eh bien, je pense qu'il y aurait intérêt peut-être à visiter un peu plus en détail la maison, parce que je pense qu'ils sont impatients d'avoir les détails de comment fonctionne la serre et d'avoir quelques éléments aussi sur la maison.